Une semaine après l'entrée en fonction du pape Léon XIV, son frère, John Prevost, a bouleversé le monde en brisant le silence. Dans un moment aussi inattendu que sincère, il a révélé les difficultés auxquelles sa famille est confrontée depuis l'ascension de son frère au pouvoir. Puis, il a fait une confession bouleversante. Pourtant, je ne savais pas que cela arriverait si vite. Et je peux vous dire que, depuis, je suis resté très silencieux, ravalant mes paroles face à certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention sur Léon, il va en avoir bien assez. Cette franchise brute nous offre un aperçu rare de la pression qui accompagne la papauté. Si cette histoire vous captive autant que moi, pensez à aimer et vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Le lendemain matin de l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de sa famille, John Prevost était assis chez lui lorsqu'il a reçu un appel. À l'autre bout du fil se trouvait l'homme qui, la veille encore, était apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre en tant que nouveau chef de l'Église catholique. Mais pour John, ce n'était pas le pape Léon XIV, c'était simplement Rob. Ça a toujours été comme ça. Et malgré les caméras, les gros titres dans le monde entier et les 1,4 milliard de fidèles qui comptent désormais sur lui pour les guider spirituellement, Rob n'avait pas changé d'un iota. Avec ce même humour pince sans rire qu'il a toujours eu, le nouveau pape lui a demandé « Les journalistes sont partis ?» John lui a répondu que non. « Ok, au revoir », a répliqué Rob en riant avant de raccrocher. Ce bref échange, aussi drôle soit-il, nous offre un aperçu surprenant et authentique de qui est vraiment le pape Léon. Un homme ancré, lucide, et toujours profondément celui qui a grandi dans le sud de Chicago. Et soyons clairs, ce n'était pas une élection comme les autres. Lorsque la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine et que le monde entier a retenu son souffle pour connaître le nom du nouveau pontife, personne, en dehors du cercle des cardinaux, n'aurait pu deviner qu'il s'agirait d'un Américain, encore moins de Rob Prevost. Mais ceux qui le connaissaient n'ont pas été surpris de le voir atteindre un tel sommet. John, par exemple, avait vu cela venir dès le début. Il savait très jeune que c'était ce qu'il voulait, a-t-il déclaré. Personne n'aurait pu le détourner de sa voie. Ce genre de détermination ne surgit pas du jour au lendemain. Il se construit sur des décennies, à travers des sacrifices, des convictions et un profond sentiment de mission. De ses premiers jours à Chicago, à ses études à l'université Villanova en Pennsylvanie, jusqu'à son travail missionnaire au Pérou, Rob n'a jamais simplement suivi un chemin. Il l'a façonné, pierre par pierre, avec une intensité et une dévotion que même ses proches ne pouvaient ignorer. Et pourtant, malgré son sérieux et son sens de l'appel, Rob, devenu aujourd'hui le pape Léon XIV, ne s'est jamais éloigné des gens qui ont marché à ses côtés. Amis, famille, camarades de Villanova, et même les personnes avec qui il a travaillé au Pérou, tous disent la même chose. Il ne les a jamais oubliés. Il appelait, il prenait des nouvelles, il était présent. Il ne s'est pas fondu dans la hiérarchie ecclésiastique. Il a tenu ses promesses, il se souvenait des anniversaires, il parlait de sport. En fait, l'une des questions brûlantes de son ancien quartier de Chicago, était-il pour les Cubs ou les Sox, a été immédiatement élucidée. John a été clair. Le pape soutient les White Sox, pas les Cubs. Cela peut sembler anodin ailleurs, mais à Chicago, ce détail en dit long sur la loyauté d'une personne. John a lui-même appris l'élection de son frère d'une manière des plus ordinaires. Il était en train de lire un livre dans son salon, probablement en train de savourer un moment de tranquillité, lorsque la nouvelle est tombée. La fumée blanche s'élevait au-dessus du Vatican. C'était le signe. Un nouveau pape venait d'être élu. Il a allumé la télévision immédiatement et appelé sa nièce. Et quand le nom a enfin été annoncé, le nom de son frère, sa nièce s'est mise à hurler. Non pas de peur ou de choc, mais d'une joie pure, d'émerveillement et d'un profond sentiment d'incrédulité face à l'entrée de l'un des leurs dans l'histoire. C'était le genre de cri qu'on ne pousse que lorsque le monde bascule en un instant. Une seconde, c'est ton frère.
ton oncle, ton ami. La suivante, c'est le pape. Et pourtant, même avec ce changement radical, Rob continue d'appeler chez lui, continue de faire des blagues, continue d'être vrai. Bien sûr, désormais, le monde l'observe, tentant de comprendre quel type de pape il sera et comment il guidera l'Église à travers l'un des chapitres les plus complexes de son histoire. Ses proches pensent qu'il marchera dans les pas philosophiques du pape François, mais à sa manière. Mais même au cœur de ce moment unique dans une vie, une douleur persistante demeure. John Prevost, le frère de Robert, décrit toute cette aventure comme « douce amère ». Car pour une famille qui a déjà passé des décennies à le voir servir loin de chez lui, son nouveau rôle n'apporte pas seulement une soutane blanche et l'attention du monde entier. Il s'accompagne aussi de distance. Une distance bien réelle. Celle qui exige désormais un passeport et une autorisation de sécurité, plutôt qu'un simple trajet en voiture à travers la ville. Est-ce qu'on pourra encore le voir, sauf si on va là-bas? A demandé John. Cette question flotte comme un soupir au milieu de toutes les réjouissances. Le parcours de Robert Prevost n'a pas commencé à Rome. Il n'a même pas commencé dans une cathédrale. Il a commencé, comme tant de grandes histoires, dans l'imaginaire d'un enfant qui savait déjà ce qu'il voulait devenir. Petit, Rob ne se contentait pas de jouer, il célébrait la messe. Ses frères, Louis et John, râlaient pendant que le petit Rob sortait des Necco Wafers et les distribuait avec solennité, telle l'Eucharistie. Il prenait cela très au sérieux, et il ne s'est jamais vraiment arrêté. On l'a plus ou moins su dès le départ, a confié Louis. Il allait devenir prêtre. Dès son adolescence, cet appel l'avait déjà éloigné de la maison. Rob est parti dans un séminaire-lycée au Michigan, ne revenant que pour les vacances et les étés. Lorsque sa famille l'a déposé là-bas pour la première fois, John se souvient du trajet de retour comme d'un moment lourd et triste. Et aujourd'hui, c'est encore pire, dit-il. Parce que quand ton frère devient pape, la distance devient permanente. Magnifique, mais permanente. Louis, l'aîné des frères, n'a pas encore parlé à son cadet depuis jeudi, jour où ce dernier est apparu au balcon sous le nom de pape Léon XIV. Mais ils se parlent souvent. Généralement pendant que Rob regarde un match de football, un détail qui apporte un peu de chaleur et de normalité à l'image d'un homme désormais chargé de guider plus d'1 milliard d'âmes. Quand Louis a vu la couverture médiatique annonçant que son frère était devenu pape, des larmes de joie ont rempli ses yeux. Ce n'est pas juste un moment de fierté. Ce sont des décennies d'amour, de distance et de sacrifice qui se sont soudainement rattrapés. Mais avant qu'il ne devienne le pape Léon XIV, avant même d'être le père Bob, il y avait simplement Rob, le plus jeune de 3 garçons, assis dans les bancs de l'église Sainte-Marie de l'Assomption, niché à l'extrême sud de Chicago. Dans les années 1950 et 1960, cette église était le cœur battant de la communauté. Les Prevost y étaient présents chaque dimanche. Les 3 garçons ont fréquenté l'école primaire paroissiale. Leur mère, Mildred, était le genre de femme qui dirigeait la société de l'autel et du rosaire tout en jouant dans les pièces de théâtre paroissiales. Ils faisaient de partie intégrante du tissu de cette église. Ils étaient toujours là, se souvient Noël Nace, qui se rappelle être assise derrière la famille lors de la messe dominicale. La communauté tournait autour de l'église. Mais cette communauté n'est plus ce qu'elle était. L'ancien bastion catholique du South Side de Chicago s'est estompé, comme tant d'autres à travers le pays. L'histoire de Sainte-Marie, son déclin, sa fusion avec d'autres paroisses en difficulté, ses portes barricadées et son autel couvert de graffitis, n'est pas seulement une tragédie locale, c'est le symbole d'un bouleversement plus vaste, une transformation du catholicisme américain. Là où autrefois les paroisses urbaines débordèrent de familles, aujourd'hui, beaucoup ne sont plus que l'écho creux de ce qu'elles ont été. Les changements démographiques, culturels et les pressions économiques ont redessiné le paysage, envoyant les fidèles vers les banlieues et fermant des institutions qui étaient autrefois au cœur des quartiers. Revenons un instant en arrière.
non pas au Vatican ou dans les grandes salles de Rome, mais dans une maison en briques modeste de Dalton, dans l'Illinois. C'est là que le pape Léon XIV, né Robert Prevost, a grandi. Pas vraiment l'endroit d'où l'on s'attendrait à voir partir une vocation papale. Pas de chauffeur privé, ni de professeur de latin à domicile, seulement le bourdonnement discret de la vie ouvrière dans le South Side de Chicago. Le quartier n'était ni flamboyant, ni célèbre, jusqu'à aujourd'hui. Mais il a façonné un garçon qui deviendrait un jour le guide spirituel de plus d'1 milliard de personnes. Soyons honnêtes. Rob n'est pas resté à Dalton. Son chemin l'appelait bien au-delà des rues du quartier. Il s'est inscrit à l'école secondaire du séminaire Saint-Augustin, dans le Michigan, un internat conçu pour préparer les jeunes hommes à la prêtrise. Et à partir de là, son monde n'a cessé de s'agrandir. Le Pérou, l'Italie, le Vatican. Ce fut un long voyage, fait de dévouement, de discipline et d'éloignement. Il a renoncé à beaucoup de choses, des visages familiers, des visites faciles à la famille, le confort du foyer, pour quelque chose de plus grand que lui. Mais tout a commencé dans un endroit qui, comme le souligne le chercheur Rob Parral, est bien loin des banlieues cossues du nord et de l'ouest de Chicago. Il vient vraiment du Chicago dur, du vrai Chicago, dit Parral. Et il n'a pas tort. Dalton et les banlieues sud environnantes n'ont jamais été synonymes de prestige. Le paysage n'était pas verdoyant ni raffiné. C'étaient des autoroutes, des usines, des voies ferrées, des lieux où les gens travaillaient dur sans faire la une des journaux. Le genre d'endroit qu'on oublie souvent, à moins qu'une chose, ou une personne, remarquable en sorte. Donna Sagna, qui habite à côté de l'ancienne maison des Prevost, a vu le quartier traverser des périodes difficiles. Elle a vu le bloc changer, des voisins déménageant, des transactions de drogue au grand jour, le quartier luttant pour ne pas s'effondrer. Les gens partaient souvent, dit-elle, souvent pour fuir la violence et la criminalité. Et pourtant, elle est toujours là aujourd'hui, ravie d'habiter à côté d'une maison désormais empreinte d'un nouveau caractère sacré. J'espère que cela apportera un peu de paix à la communauté, a-t-elle déclaré aux journalistes. Et cela en dit long. Parfois, lorsque le monde remarque enfin votre rue pour la première fois depuis des décennies, cela peut ressembler à une forme de rédemption. Le quartier s'est calmé ces dernières années. Il y règne désormais un certain silence, voire une forme de dignité, surtout à mesure que les gens réfléchissent à ce que cela signifie de vivre à côté de la maison d'enfance du pape. Cette maison, au fait, une demeure en briques simples et bien entretenue, s'est vendue pour seulement 66 000 $ l'an dernier. Après une rénovation rapide, elle est revenue sur le marché à près du triple de ce prix. Et maintenant, l'agent immobilier envisage de la revaloriser encore. Car, après tout, ce n'est plus juste une maison. C'est un morceau d'histoire. Un fragment d'un récit qui relie Dalton à la chapelle Sixtine. Mais il ne s'agit pas seulement de la maison. Il s'agit aussi de l'Église. La paroisse d'enfance du pape Léon, Sainte-Marie de l'Assomption, était autrefois un centre bouillonnant. Elle a grandi si rapidement dans les décennies précédant la naissance de Rob qu'elle a dû s'étendre à un 3e bâtiment en 1957, au moment même où le futur pape apprenait à marcher. Pendant des années, l'Église a prospéré. Elle était pleine de vie, de famille, de rire et de foi. Mais le temps ne lui a pas été favorable. Les problèmes structurels se sont multipliés et la congrégation a diminué. En 2011, l'archidiocèse a officiellement fermé le bâtiment, le déclarant dangereux. L'endroit où un pape a appris à prier est désormais vide, marqué de graffitis derrière l'autel. Il y a quelque chose de douloureux dans cela, quelque chose de symbolique, même. L'ascension d'une vie, le déclin d'une communauté de foi autrefois florissante. Et personne n'ignore que cette histoire, celle d'un garçon s'élevant d'un quartier en déclin pour devenir pape, est profondément liée à celle du catholicisme aux États-Unis. Tant de paroisses, comme Sainte-Marie,
ont vu leur nombre diminuer, leur communauté se disperser, les bâtiments ferment, les bancs prennent la poussière. Et pourtant, de cette même histoire, émerge quelque chose d'extraordinaire. Le pape Léon XIV n'a pas grandi dans un conte religieux. Il a grandi dans le monde réel, un monde façonné par les luttes et les sacrifices, tant personnels que collectifs. Sa mère, Mildred, était active dans la paroisse, dirigeant des sociétés et jouant dans des pièces. Elle est décédée en 1990. Son père, Louis, a vendu la maison familiale en 1996, après près de 50 ans passés au même endroit. Il est mort 1 an plus tard. À bien des égards, le monde que le pape Léon a connu enfant a disparu. Sa paroisse, ses parents, même le tissu du quartier lui-même. Mais ce qui reste, c'est l'héritage de ce commencement. La discipline, le dévouement, l'enracinement dans un lieu qui lui a enseigné l'humilité bien avant de lui enseigner la théologie. Rome, la chapelle Sixtine et un monde retenant son souffle alors qu'une fumée blanche s'élève dans le ciel. Pour beaucoup, ce jour-là, le nom Robert Prevost ne signifiait peut-être pas grand-chose. Même le cardinal Timothy Dolan, l'archevêque de New York connu pour sa franchise, a admis qu'il ne l'avait pas vu venir. Je le connaissais de nom, a-t-il confié à Erin Burnett de CNN en haussant les épaules, mais je pensais, et un de ces types périphériques. C'est justement cela, avec les leaders discrets. Ils avancent sans bruit, en dessous des radars, jusqu'au jour où ils se retrouvent au balcon de la basilique Saint-Pierre, saluant une foule de milliers de personnes en tant que pape Léon XIV. Mais pour ceux qui connaissaient Robert Prevost, ce moment n'est pas tombé de nulle part. Peut-être qu'il n'avait pas planifié de devenir pape, mais chaque étape de sa vie, chacun de ses choix, chacune de ses missions menait dans cette direction. Voyez-vous, bien avant d'enfiler la soutane blanche ou d'avoir des caméras rivées sur ses moindres gestes, Prévost s'était taillé une réputation d'homme solide, réfléchi, presque effacé. Dans les couloirs du Vatican, il n'était pas connu pour ses discours flamboyants ni pour ses démonstrations publiques. C'était l'homme qui écoutait. Et parfois, ce sont précisément ces leaders-là qui finissent par surprendre le monde. Il a grandi dans le South Side de Chicago, une vie modeste, profondément enracinée dans la foi, dans la paroisse Sainte-Marie de l'Assomption. Puis, il y a eu le lycée au séminaire Saint-Augustin, dans le Michigan, des études à Villanova, un master en théologie obtenu à la Catholic Theological Union de Chicago, et enfin un doctorat en droit canonique à Rome. Un parcours académique classique, certes, mais ce ne sont pas ses diplômes qui l'ont le plus marqué, c'est le Pérou. C'est là qu'il a passé plusieurs années, non pas comme simple visiteur, mais en s'y enracinant. En tant que missionnaire, il a servi le peuple de Trujillo, allant jusqu'à diriger le séminaire augustinien local. Le Pérou n'a pas été une simple étape, c'est devenu sa maison. Il en a même acquis la nationalité, passeport péruvien inclus. Ce n'est pas qu'un geste symbolique. Cela en dit long sur qui il est. Son service n'a jamais été une case à cocher ou un échelon à gravir. C'était une affaire de présence, de rester, d'apprendre, de s'engager. En 2015, il est devenu évêque de Chiclayo, un vaste diocèse dans le nord du Pérou. Et il n'a pas dirigé à distance. Amis et collègues se souviennent qu'il a personnellement visité les 50 paroisses du diocèse. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il ne voulait pas simplement gérer l'Église. Il voulait la connaître, y être, avec les fidèles. Ce type de leadership, les manches retroussées, toujours présent, laisse une empreinte. Edinson Farfan, l'actuel évêque de Chiclayo, se souvient de Léon comme de quelqu'un qui comprenait profondément les marges, les pauvres, les oubliés, ceux qui vivent loin des projecteurs de l'Église. Et cela peut aider à comprendre le nom qu'il a choisi, Léon XIV, un nom chargé d'histoire. Plus précisément le pape Léon XIII, la grande voix de l'Église en matière de justice sociale,
de droits des travailleurs et du rôle de l'Église dans un monde en mutation. En choisissant ce nom, le pape Léon XIV semble envoyer un message. Il entend poursuivre cette vision. Une Église engagée dans les besoins réels de la société, pas seulement enfermée dans les rituels. Fidel Purisaka, un prêtre ayant travaillé étroitement avec lui à Chiclayo, décrit Prévost comme quelqu'un qui apportait un esprit de famille partout où il allait. Chaleureux, présent et profondément humain. Un évêque extraordinaire qui vivait une vie ordinaire, a-t-il dit. Et cela en dit long. Dans une Église souvent critiquée pour sa hiérarchie et son formalisme, le pape Léon a dirigé en étant tout simplement là, comme ami, pasteur, homme de foi enraciné dans la compassion. Puis, en 2023, Rome l'a rappelé. Le pape François l'a nommé à la tête du puissant dicaster chargé des nominations épiscopales. Un poste majeur, surtout dans une Église en pleine transformation. Peu après, il a été fait cardinal. Ce rôle l'a propulsé sur le devant de la scène mondiale, mais il n'en a pas perdu son sens de l'humour. Demandez à Mark O'Connor, un frère australien qui a récemment croisé la route du cardinal Prevost. O'Connor lui a offert un cadeau. Le cardinal a levé un sourcil et lancé « J'espère que ce n'est pas du Vegemite ». Ce ne l'était pas. C'était des Tim Tams, des biscuits au chocolat. Le cardinal a poussé un soupir de soulagement. Donc oui, il est pape maintenant, mais il reste pleinement cet homme qui se souvient de ce qu'il aime, et surtout de ce qu'il n'aime pas. Le cardinal Joseph Tobin de Newark l'a résumé avec justesse. Il a dit que travailler entre différentes cultures vous oblige à changer, à penser autrement. Et c'est exactement ce que Robert Prevost a fait. Il n'a pas seulement lu sur d'autres communautés, il a vécu parmi elles, il les a dirigées, il a appris d'elles. Nous voici donc à un croisement fascinant de l'histoire. Le Vatican et la Maison-Blanche, deux des institutions les plus puissantes du monde, désormais dirigées toutes deux par des Américains. Pour la première fois, l'homme en soutane blanche et l'homme du bureau ovale partagent non seulement une nationalité, mais aussi, fait étonnant, un historique électoral. Oui, le pape Léon XIV, anciennement cardinal Robert Prevost, est le premier pape américain et avec cela vient quelque chose de totalement inédit. Des traces écrites provenant des urnes. Dans l'Illinois, rien de moins. Ce n'est pas une question d'intrusion politique, mais c'est un fait. Au cours des 12 dernières années, Léon a voté aux primaires républicaines. Avant cela, il participait aux primaires démocrates. Et ce genre de détails, en apparence banal, ajoute une nouvelle couche à cette histoire. Car lorsqu'un pape a un passé clair de participation à la vie civique américaine, cela nous rappelle une chose. Il n'a pas été choisi dans une tour monastique éloignée. Il a marché sur les mêmes trottoirs que des millions d'Américains ordinaires. Il a fait la queue au bureau de vote. Ce passé ne fait pas tout, mais il compte. Il humanise un rôle que l'on n'avait jamais vu sous cet angle. Vous pourriez penser que le fait d'avoir un pape et un président issus du même pays créerait automatiquement une alliance politique ou des tensions, surtout dans le contexte mondial actuel, de plus en plus polarisé. Et bien sûr, les comparaisons entre le pape Léon et Donald Trump ont fusé rapidement. Certains étaient optimistes, d'autres sceptiques. Les médias n'ont pas perdu de temps pour chercher des signes d'alignement ou de divergence. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Un compte sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, existe au nom de Robert Prevost depuis 10 ans. Depuis 2015, lorsque Trump a lancé sa première campagne présidentielle, ce compte a partagé plusieurs publications et articles critiques du discours de Trump, notamment sur l'immigration. Le ton est clair. Pas un admirateur. Maintenant, pour être juste, CNN n'a pas pu confirmer si ce compte appartient réellement au pape Léon, ou s'il s'agit simplement de quelqu'un utilisant son nom. Une réserve importante, bien sûr. Et pourtant, le moment et le contenu de ces publications ont fait hausser les sourcils, surtout à une époque où les réseaux sociaux sont devenus une sorte de journal intime public pour les figures publiques. Alors, où cela nous mène-t-il ?
Le cardinal Timothy Dolan, connu pour ne pas mâcher ses mots, a offert ce qui est peut-être la réponse la plus lucide. Il a affirmé que le fait que Prévost soit américain n'avait pas vraiment pesé lors du conclave. Il ne s'agissait pas d'élire quelqu'un pour contrebalancer Trump ou refléter la politique américaine. Cela ne devrait pas nous surprendre que nous voyions en Léon un bâtisseur de ponts, a déclaré Dolan. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot latin pontifex. Et il a raison. Le rôle du pape, dans son essence, est d'unir, non de diviser. Non d'agir en contrepoids politique, mais d'offrir une direction spirituelle et morale au monde entier. Dolan a tout de même reconnu la question évidente. Le pape Léon voudra-t-il construire des ponts avec Donald Trump? Je suppose, a-t-il dit, dans un haussement d'épaules diplomatique, mais il voudra construire des ponts avec le dirigeant de chaque nation. Et c'est bien là l'essentiel. Il ne s'agit pas d'un seul homme, il s'agit de tous les peuples. Même la Maison-Blanche, pourtant réputée pour ses réponses mordantes face aux critiques, a adopté un ton mesuré. La porte-parole Caroline Leavitt a répondu à une question concernant les éventuelles publications critiques avec calme, affirmant qu'il n'y avait aucune animosité entre le président Trump et le nouveau pape. Il est très fier qu'un Américain soit devenu pape, a-t-elle déclaré. C'est une grande chose pour les États-Unis d'Amérique et pour le monde, et nous prions pour lui. Le pape Léon XIV a peut-être un passé, un historique électoral, et peut-être même quelques opinions bien tranchées. Mais aujourd'hui, il entre dans un rôle qui dépasse les frontières nationales et les plateformes partisanes. Son défi, et sa vocation, est de s'adresser au monde, pas seulement à un pays. Et si son passé nous apprend quelque chose, c'est qu'il écoutait bien avant que nous commencions à le regarder. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui explorent les personnes et les moments qui façonnent notre monde. À la prochaine!